Julien a la caractéristique assez rare, somme toute, de mener des travaux de recherche de très haut niveau dans son domaine, et puis en même temps de labourer profond la terre. Il est toujours en établissement scolaire, et donc son regard en est, dans le cadre de cette journée, peut-être d'autant plus riche et pertinent. Il faut vraiment que je m'excuse publiquement de t'avoir repoussé au moment de la digestion, mais je me dis que c'est peut-être mieux qu'au moment de l'hypoglycémie. Voilà. Merci Frédéric, mesdames, messieurs, chers collègues. Alors il me revient effectivement le lourd défi d'annuler l'effet de l'aligo sur nos organismes. Et pour ce faire, je vais vous parler d'un sujet classique, 1905, les mémoires conflictuelles et inclusives de la séparation. Alors je vous propose 2 portes d'entrée dans cette communication. La première, c'est de partir d'un grand texte, d'une nouvelle Magna Carta de notre école, l'article 15 donc, de la charte de la laïcité à l'école. Ce dernier article de la charte, désormais bien connu par les enseignants et leurs élèves, déclare la chose suivante. Je cite: « Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. » Depuis la rentrée 2013-2014, les différentes formes d'appropriation didactique et pédagogique de ce texte ont parfois donné lieu à de belles réalisations qui ont constitué autant d'occasions d'arrimer à l'école la laïcité de l'école. 3 exemples. Dès 2014-2015, à Nevers, une activité de chant choral en cycle 2 qui a été mise en place par plusieurs collègues de primaire. Deuxième exemple, dans l'académie de Clermont, après l'inauguration de l'escalier central de cette école en juin 2014, plusieurs escaliers de la laïcité ont été érigés, notamment donc au lycée Mondori de Thiers, où un concours de slogans d'élèves donne lieu chaque année au décor de chacun de ces paliers. Et troisième exemple, la plantation de nouveaux arbres de la liberté, une liberté laïque en l'occurrence, dans les cités scolaires, en vue donc de mieux cultiver le jardin de la fraternité. Alors restons encore quelques secondes sur cette charte de la laïcité à l'école. J'aimerais vous citer un autre passage, aussi éloquent que le premier, la première phrase de l'article 2. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. Cet article renvoie donc à une séparation non seulement spéculative, mais d'abord dans le registre du quotidien. On déclare très clairement le lien intrinsèque entre la République et la laïcité, République laïque. Deuxième point, par souci de clarté, plutôt que le terme « Église » est préféré celui de « religion », par ailleurs au pluriel, qui est une invitation au pluralisme religieux à l'école. Et on exprime enfin le lien indissoluble entre la République et l'école publique, un lieu donc de mise en œuvre de la laïcité, mais aussi un lieu de son existence. Seconde porte d'entrée dans la communication, je suis allé voir la laïcité en général et la loi de séparation en particulier dans un certain nombre de programmes scolaires. Soyons clairs, domine ici plus l'histoire que les mémoires, et on ne va pas revenir sur la partition histoire-mémoire qui a fait l'objet ce matin de grands développements. Mais n'oublions pas qu'il faut objectiver et l'histoire et la mémoire. Alors la première citation, c'est celle du Malais-Isaac de 1961, page 241, le manuel de première. Comme vous pourrez le lire, le programme, je dirais, rédigé dans ce manuel, insiste sur 2 choses. Tout d'abord, l'aspect juridique du processus de séparation. Donc, on parle des relations diplomatiques avec le Saint-Siège et les relations entre l'État et l'Église de France. Et deuxième chose, on évoque les autres religions, c'est-à-dire qu'on n'enferme pas la séparation des Églises et de l'État dans la séparation de l'Église catholique et de l'État. Deuxième citation, celle de la collection Hachette du programme de 69, page 178.
Un an plus tard, les chambres votèrent la loi de séparation de l'Église et de l'État. Désormais, l'Église de France cessa d'avoir un caractère officiel. Là, on met surtout l'accent sur le processus de laïcisation-sécularisation. Alors il faut rappeler que la laïcisation désigne un ensemble de dynamiques politiques de séparation entre le religieux et le politique, tandis que la sécularisation désigne plus largement un processus d'une progressive indifférence sociale en matière religieuse. Troisième citation, celle, on se rapproche de notre présent, du programme de 2002, dans la République enracinée. On insiste sur deux choses, vous avez la citation qui apparaît. Tout d'abord, un lien de cause-conséquence. C'est la politique anticléricale qui amène à la séparation des églises et de l'État. Et deuxièmement, on assume la dimension conflictuelle de son application. Cela renvoie évidemment au programme. Je cite le thème 2, la France du milieu du XIXe siècle à traiter en 10 heures. Cette culture est dominante au tournant des XIX et XXe siècles, ce qui ne signifie pas qu'elle n'a pas des adversaires. Enfin, le dernier programme, le programme de 2010, insiste lui aussi sur l'anticléricalisme qui a été un élément de notre socle républicain. Et tandis que le début du thème 5, les Français et la République, insiste fortement sur cette dimension d'histoire politique, la question 2 sur la République et les évolutions de la société française insiste plus, quant à lui, sur la mémoire associée. La loi de séparation des églises et de l'État est votée en 1905. Juifs et protestants acceptent cette loi, mais les catholiques et le Saint-Siège la refusent, provoquant des incidents lors des inventaires des biens des églises. Le ralliement des catholiques à la République, initié par Léon XIII dans les années 1890, est un échec. Fin de citation. Alors, j'ai noté, je suis allé voir il y a quelques jours les projets de programme de première, évidemment, hein, comme tous mes collègues. Et dans le programme de première, soumis aux amendements de tous les acteurs de l'éducation, il est noté un point de passage et d'ouverture très intéressant sur 1905, débat au pluriel et mise en œuvre. Donc il y aura probablement un travail à faire avec les élèves, avec nos élèves, sur l'élaboration, la fabrication dans le sens de Rousselier, la fabrication de la loi sous la Troisième République, mais aussi son application. Et on verra que les échelles de laïcité, les échelles géographiques et sociales de la laïcité sont bien sûr plurielles. Donc j'en ai terminé avec ma longue entrée en matière, et nous allons maintenant, s'il vous plaît, rentrer dans le vif du sujet. 1905 est à la fois un ensemble de faits et des mémoires. En quelque sorte, 1905, c'est à la fois du donné et du construit. Domine ici une dimension mémorielle forte qui a finalement presque édulcoré ses caractères historiques propres. Donc il faudrait peut-être rappeler en préambule ce qu'est la France de la séparation. Eh bien, on peut noter 4 éléments principaux. Premier élément, la loi de séparation est un acte parlementaire dans un contexte de tension sur le devenir de la République. La République, au début des années 1900, la 7e et 8e législature de la Chambre des députés, n'est pas encore enracinée. Souvenons-nous de l'affaire Dreyfus et souvenons-nous aussi des protestations, notamment dans une partie du mouvement social d'alors. Deuxième caractère, cette loi sépare surtout l'État et l'Église catholique. On peut l'observer aujourd'hui, du reste, avec le projet présidentiel de réviser la loi de 1905 pour mieux l'adapter à la situation de l'islam. Parce qu'évidemment, on connaît tous les 4 premiers articles, mais si on va dans l'intelligence de la cinquantaine des articles de la loi de séparation, on voit très bien qu'à partir de l'article 13 et 14, on parle surtout de la situation des fabriques paroissiales et de l'organisation interne de l'Église catholique. Troisième caractéristique, cette dernière religion, l'Église catholique, s'empare de la loi. Quatrièmement, il n'existe pas une loi, mais des lois de séparation. J'en veux pour preuve le règlement d'application spécifique à destination de l'Algérie, et puis la loi de 1911 qui pense une séparation dans certains espaces de l'empire colonial, notamment dans les Antilles françaises.
Donc 1905 est en quelque sorte un monument, un lieu de mémoire. Madame Richard en a parlé ce matin, la caractérisation de Pierre Nora, voire même un haut lieu, pour plagier Michel Lusseau. Ces mémoires donc, si elles sont une partie constitutive d'un lieu de mémoire d'un haut lieu, procèdent d'une sédimentation complexe et chargée dans le sens d'engagement. Et je vous propose maintenant une valse à 5 temps, les 5 temps de la mémoire de la loi de 1905 depuis sa promulgation. Le premier temps est celui d'une application souvent fratricide en France. J'en veux pour preuve une nouvelle querelle des manuels scolaires qui a lieu entre 1908 et 1913. Que se passe-t-il ? Certains évêques interdisent l'usage de 12 manuels scolaires dans les écoles confessionnelles. 2 aspects sont ici en jeu. Tout d'abord, l'arbitrage international et le pacifisme qui lui est associé, qui est rejeté. Et deuxième aspect qui est rejeté, la morale scientifique. Il faut rappeler aussi que l'avant-Première Guerre mondiale est celui d'une poursuite de l'anticléricalisme et de la laïcisation de l'école. Il faut noter sur ce point que la laïcisation des écoles primaires publiques n'est pas encore terminée en 1905. Alors, dans le Puy-de-Dôme, ça se termine en 1913, mais dans d'autres départements, elle continue ensuite. Deuxième temps de cette mémoire de 1905, c'est ce qu'on a appelé l'union sacrée. Alors, c'est vérifié dans les sources, puisque c'est un élément du discours de Poincaré, de Raymond Poincaré, le président de la République, qui, quelques heures après les funérailles de Jaurès, le 4 août 1914, fait lire, vous savez que le président de la République ne pouvait pas aller devant la Chambre ou les sénateurs, fait lire à Viviani et à un autre de ses ministres une déclaration dans laquelle il prônait une union sacrée contre le germain. Et pensez au chercheur Pierre Cabane et son fils surtout, dans les sorties de guerre de la Première Guerre mondiale, on a cette mémoire de cette union sacrée qui ferait finalement fi des divisions d'avant la guerre. Troisième temps de cette valse, c'est le retour caduc de la conflictualité, notamment au moment du cartel des gauches, au moment de la promotion d'une nouvelle phase de politique laïque. Et là, il y a des sources qui ne pêchent pas par leur modérantisme, notamment une déclaration des cardinaux de 1925 qui rappelle que si les lois de la République sont injustes, elles ne doivent pas être appliquées. Nonobstant cela, les 4e et 5e temps de cette mémoire sont beaucoup moins clivés. La 4e est une progressive constitutionnalisation de la laïcité dès 1946, mais qui dit constitutionnalisation dit potentielle fossilisation, potentielle sanctuarisation, je passe, puisque ça a fait l'objet de 40 minutes d'échange ce matin. Cette dimension mémorielle dont s'empare aussi cet objet historique. Et depuis 30 ans, on assiste à une recomposition du religieux et de la société. N'oublions pas la société aussi, il y a une recomposition des tenants et aboutissants du lien social, de l'accès à l'information, qui souhaite, recomposition du religieux et de la société, qui est, pour paraphraser Marcel Gauchet et Jean Bobéro, le sociologue, le temps des retours, le temps du retour notamment du religieux, qui n'est pas forcément au passage un problème en soi. Il suffit de s'en emparer et de l'étudier. Alors face à cela, j'ai essayé de mettre en objet ce que j'ai appelé la polyphonie des mémoires à l'école. Alors pourquoi ce qu'on entend à l'école, ou au lycée en l'occurrence pour ce qui me concerne, est souvent un chant polyphonique? Parce qu'il y a au moins 4 strates de mémoire, individuelles, de groupe ou collective, qui s'empilent à l'école. La première strate, c'est la mémoire individuelle des élèves, qu'il ne faut pas oublier, avec une deuxième strate, celle de la transmission familiale, plus ou moins établie. On a réfléchi ce matin au rapport temporel entre les programmes qu'on a pratiqués en tant qu'élève,
ceux qu'on met en place en début de carrière et ceux de la société dans laquelle évoluent les enfants. Troisième strate, c'est la mémoire de l'enseignant. On en parlait à la pause déjeuner, qui est lui aussi quelquefois prisonnier de ce qu'il a appris, surtout que souvent l'enseignant était un ancien élève, souvent attentif au programme. Donc vous avez ce rapport qui complexifie la construction de cette mémoire, et quatrième strate, des mémoires plus communautaires ou pseudo-communautaires, mais qui ont une incidence sur l'identité de l'élève en construction, et surtout du rapport à l'élève avec son groupe d'appartenance, avec ses groupes. Donc j'arrive à ma problématique. Je pense que donc la mémoire de 1905 est une mémoire historiquement dominée par une mémoire de type conflit vainqueur-vaincu. Mais le génie de notre République a été de dépasser ce stade et d'ouvrir en quelque sorte un nouveau temps qui est celui d'une mémoire de la pacification. Et aujourd'hui, l'un des biais de la construction de cette pacification, c'est l'inclusion. Alors évidemment, l'école reprend cela en tant que vecteur et réceptacle de cette dynamique, avec plusieurs enjeux associés. J'en ai isolé 6. Le premier, c'est que pour nous, enseignants, il faut poursuivre, en tant que professionnels, la construction d'une mémoire de la République. Nous sommes, nous aussi, des acteurs et des passeurs de cette mémoire. À l'échelle d'une classe, d'un établissement, on en parlera en fin de journée, ou d'un site, d'une cité scolaire, nous avons à modérer la sédimentation mémorielle d'aujourd'hui. Deuxième élément, deuxième enjeu, c'est une exigence inclusive. Cela passe notamment par faire nôtre une bonne formation concernant l'histoire des faits religieux. Pour paraphraser Jean-Pierre Rioux, inspecteur et historien des droites françaises, nous avons à faire un devoir d'intelligence face à l'histoire des faits religieux. C'est aussi en EMC initier nos élèves à la gouvernance pluraliste. C'est pas facile ça. Et peut-être aussi assumer la présence, lors de sorties pédagogiques, d'acteurs du religieux et de converser avec ceux-ci. J'en viens à mon troisième enjeu, qui pour moi est très important, c'est presque le premier, c'est en tant qu'historien rappeler que la conflictualité, le fait de ne pas être d'accord, c'est le sel de la démocratie. Et donc nous avons aussi, c'est un véritable défi, à faire comprendre que la controverse est un principe actif de la République d'aujourd'hui. Quatrième point, par rapport à la mémoire de 1905, c'est peut-être faire bouger ce legs historique, oser des comparaisons à d'autres échelles. Le modèle de laïcité française n'est pas le seul. Et oser aussi l'anachronisme, en essayant de penser des questions qui paraissent surannées à la lumière des enjeux sociaux et culturels d'aujourd'hui. Cinquième point, ne pas isoler ce principe de laïcité d'autres principes, laïcité et liberté, laïcité et égalité, à rattacher au passage avec la question sociale, parce que la loi de séparation s'est faite dans un contexte où on ne différenciait pas véritablement dans le champ politique, dans le sens donc de Bourdieu, dans un champ de forces qui s'affrontent, qui s'opposent en vue d'une hégémonie, on ne distinguait pas la question politique, la question religieuse de la question sociale. Il y avait dans le projet républicain une forme de transcendance inclusive, la uniformisatrice, mais aussi fédératrice, que nous avons peut-être oubliée. Laïcité-liberté, laïcité-égalité, laïcité-fraternité ou sororité, comme vous voulez. Et enfin, la question du rapport entre la laïcité et le rayonnement de la France à l'étranger. La dimension diplomatique est complètement occultée aujourd'hui dans la mémoire de 1905, ce qui explique quelquefois certaines de ces inconséquences de cette loi, parce que la France avait à consolider aussi ses présences diplomatiques, notamment au Proche-Orient. Alors face à cela, j'aimerais terminer, sixième enjeu, en revenant sur l'article 2 de la charte de la laïcité à l'école, cette fois cette dernière phrase. Il n'y a pas de religion d'État. Alors pourquoi je vous fais cette citation ? C'est parce que dans plusieurs moments de notre histoire, on a voulu créer une religion civile.
et qu'aujourd'hui, à la faveur d'une modification, je dirais, des grands équilibres, nous avons perdu les enseignants, et puis de toute façon, les programmes ne nous y invitent pas, à rappeler que la France a été quelquefois tentée par la création de ce projet très fort, très fondamental, qui est celui de la production d'une religion civile. Mais attention, il ne faut pas ignorer cela, il ne faut pas ignorer ce passé, car l'ignorance volontaire ou non de l'existence de ces configurations sociales et historiques, l'ignorance, je vais parler plus clairement à propos de la morale laïque historique, empêche une réflexivité contemporaine sur les réussites et les impasses de notre projet républicain. Car celui-ci, celui d'aujourd'hui, est aussi configuré par ces temps-là. Alors évidemment, face à cela, nous avons des outils sur le site EduScol, des outils pour le collège comme le site Génération Laïcité, à l'initiative donc de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et l'Observatoire de la laïcité. Il y a des réponses concrètes qui sont apportées sur ce site Génération Laïcité, des questions concrètes aux questions que les collégiens se posent sur la laïcité. Donc vous avez, vous le savez tous les collègues, hein, on a pléthore de sites aujourd'hui qui peuvent nous apporter un certain nombre d'outils. Mais au risque d'en surprendre quelques-uns, je prône en fait une pédagogie beaucoup plus altruiste de 1905. Je prône cet après-midi une sorte de pragmatisme, de nouveau pragmatisme de la mémoire de 1905. Pour moi, cela passe par trois éléments. Le premier, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une appropriation plus sereine de cette loi et de ses mémoires. Cela passe par l'histoire du fait religieux, cela passe par une bonne connaissance du contexte de production de la loi de séparation, et cela passe par l'insistance dans nos classes sur les bénéfices de cette loi de séparation. On voit toujours des problèmes en matière de laïcité, or la laïcité est là pour émanciper, pour libérer les forces. Deuxième caractère de cette pédagogie altruiste, c'est l'exigence d'une bonne formation. Et là, Frédéric en est convaincu. Il y a une formation, il y a une acuité dans la densité et dans la qualité de la formation en matière de laïcité et de fait religieux à consolider. Et troisièmement, pour plagier Pouchkine, il faut assumer, je le cite, l'incarnat subi sur le visage de Marianne. Et oui, Marianne a eu aussi un visage de Marianne vengeresse. Et oui, la mémoire de la loi de 1905 est quelquefois passée par des mots un peu durs. Et l'école, de ce point de vue, peut devenir non seulement un lieu de mémoire de la séparation, mais aussi un lieu de mémoire de la République inclusive. Je vous remercie.